Station, la station de la station. Bravo les queers. Bravo les queers. Hey, bravo les queers. 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 Des queers fans, hein. Bienvenue dans Bravo les queers, l'émission faite par et pour les queers. Fruit d'une collaboration entre le média Néon, le collectif Bragui et la radio Station. Vous pouvez réécouter le direct de cette émission depuis leur site SoundCloud et Spotify réciproque. Bonne écoute. Chères auditrices, bonjour, je suis Luna, Et je suis Fabien. vos présentatrices, et nous sommes en direct de la station Gare des Mines. Alors pour ce premier épisode, on a un thème. C'est quoi ce thème, Luna? C'est l'amour queer. Hmm. Et oui, puisque nous sommes une émission queer, donc autant parler d'amour. Et on aime l'amour. On aime l'amour. Allez, let's go. Et du coup, qui sont nos invités aujourd'hui? Alors, nous avons la performeuse, danseuse et chanteuse Androkill avec nous, la Bonjour. drag king, danseuse et comédienne Charlie D'Emilio, Hello. et la photographe Léa Michaelis. Salut. Bonjour. à tous. Alors, attachez vos ceintures. C'est parti pour le Fast and Curious. Je vais vite, je m'entraîne à ne pas perdre une seconde. Je vais vite, mais je freine quand je vois que tu tombes. Alors, les règles sont très très simples. Je vais vous proposer deux options à l'un ou l'une d'entre vous et vous allez me répondre, pas juste en un mot s'il vous plaît. Alors, Androkill, si je te dis scène de cabaret ou scène de théâtre, qu'est-ce que tu choisis? Scène de cabaret, pour la liberté, pour l'histoire du cabaret, et parce que je fais partie aussi de la maison Madame Arthur, qui est un cabaret travesti ouvert depuis 1946, et grâce à Bambi, Coccinelle et toutes les autres qui ont fait que ce lieu est emblématique. Ouais, complètement. Voilà, Ouais, mythique même, mythique. complètement. Charlie D'Emilio, si je te dis plutôt Avignon ou plutôt Berlin? Eh bien Avignon, parce que j'y suis cet été. Écoute, pour mon spectacle écho, ouais. Et Berlin va pas te manquer? Bah j'y retournerai après, en août, s'il faut. Donc tu choisis pas en fait, c'est les deux. Bah en juillet Avignon et en août Berlin. C'est une bonne réponse. Donc je c'est les pense. deux. Ouais. Léa Michaelis, du coup, Paris Photo ou les rencontres d'Arles? Les rencontres d'Arles. Clairement parce que c'est chez moi. Je suis un pur produit du Sud, comme on dit. Et du coup, pour moi, Arles, c'est ce qui m'a donné aussi envie de faire de la photo et d'être photographe. Donc ouais, ce serait plutôt Arles. Trop bien. Androkill, moins de facho, plus de travelo, ou moins de lubri, plus de cuni? Un mix des trois. Moins de facho, c'est quand même mieux. Ouais. Un monde meilleur. Ah oui. effectivement. Charlie, cuir ou moustache? Moustache, Pourquoi? car drag king. Tout simplement. Léa, portrait ou photoreportage? Les deux. Désolée. Mais du photoreportage avec dedans surtout du portrait. Du portrait qui raconte quelque chose. Ouais. Trop bien. Et bah, c'était fast. C'était C'était curieux. très fast. C'est déjà terminé. Il est donc temps désormais de remettre les pendules à l'heure avec El Mazet pour la culture au point. Hello les filles, Coucou. Hi. comment ça va? On est là, hein. Ça va et toi? Ça va super. Alors, bienvenue les filles dans Culture au point, la chronique qui rhabille les histoires et remet les vies queer au centre de nos récits. Alors, autour de cette table, on défend un amour sain, crié sur tous les toits. On rêve de rues où l'on n'a pas peur de se tenir la main, de sentiments vrais qu'on laisse nous transpercer et qui de partout transpirent. Seulement voilà, dans la fiction, parfois les auteurs en décident autrement et jouent avec le feu. Alors aujourd'hui, laissez-moi vous raconter quelques liaisons parmi les plus dangereuses de toutes et qui, au creux d'un plan ou d'un chapitre, ont fait rater à nos cœurs un battement, ces fois où, dans la fiction, les queers ont, comme Britney, été in love with a criminal. Alors, et je ne peux pas ouvrir une chronique sur cette thématique autrement qu'en parlant longuement de Jean Genet et son Notre-Dame des Fleurs, un premier roman absolument scandaleux, craché à la gueule du monde en 1943. Alors, pourquoi scandaleux, me direz-vous, pardon? Eh bien déjà parce qu'écrit en prison. Celle de Fresnes, plus exactement, où Genet est enfermé pendant 8 mois en 1942 pour avoir volé des livres. Alors sa vie à Jean Genet, c'est une bagnole lâchée sans frein sur l'autoroute, il est orphelin et depuis l'âge de 10 ans, les séjours en tôle, il les enchaîne.
Il se sert sur les étalages, se barre de toutes les familles d'accueil où il est placé et déserte même la Légion étrangère. Alors tout ça c'est très précaire me direz-vous, mais ça n'entache pas son appétit pour l'art et notamment pour l'écriture. Et écrire, il fait ça très bien, il est brillant et au fil des essais et des poèmes aiguise sa plume de mitard en mitard. Alors dans Notre-Dame des Fleurs, le narrateur c'est lui et il raconte non seulement son incarcération et sa condition, mais aussi ses désirs pour les hommes, pour l'anarchie et pour la liberté. Et il les transpose dans le corps fictif de Divine, un travesti et prostitué dans le Montmartre des années 30. Alors d'ailleurs, pour l'anecdote, le nom Divine, il inspire plus tard la drag queen superstar des cultissimes films de John Waters, qui elle-même deviendra l'inspi clé, donnant naissance au design de la méchante Ursula dans La Petite Sirène de Disney. Alors revenons à nos moutons. Le roman, il sonde les dédales de rue qui hérissent la butte Montmartre, les marges qu'arpentent les interlopes parisiennes et le milieu homosexuel de l'époque, mais il raconte surtout à quel point la Divine, elle va en pincer sévère pour un certain Adrien Bayon, dit Notre-Dame des Fleurs, tueur en série beau comme un dieu, qui donne son nom au roman. Alors oui, il a la gueule d'un ange échoué sur Terre, mais si on check les red flags du gars, tous les voyants sont au rouge, et Divine, elle le sait très bien, elle sait très bien qui il est, mais à vrai dire, elle en a pas grand-chose à foutre, parce que Divine, c'est Genet, et lui, ce qui l'intéresse, c'est sublimer le marginal, les voyous, les prostituées, les criminels. Alors, ça l'intéresse pas de chercher le beau s'il est baigné de lumière, la seule beauté qu'il trouve grâce à ses yeux, c'est celle qui, comme lui, s'érige dans la désolation. Parce qu'il est profondément immoral, et les curseurs, il veut tous les pousser, les interdits, il veut tous les braver, la loi, la morale, la honte et la mort. Alors, tout ça, ça peut paraître un peu brumeux, mais ce que veut Genet, c'est cultiver l'interdit comme un signe d'insurrection, et pour ça, il reflète de façon littérale, au lieu de la loi donc, ce qu'il en coûtait d'aimer qui l'on veut, et donc la condition LGBT en France dans la première moitié du XXe siècle, à une époque où le mot queer n'existait même pas encore dans les lexiques. Alors, Notre-Dame des Fleurs, ça devient une œuvre majeure, Genet est adulé par ses pairs, et il remet même le couvert de la love story full adrénaline quelques années plus tard, en 1947, dans le roman Querelle de Brest, où Joe, un marin embarqué dans un Paris foireux, s'éprend d'un assassin. Alors les inspirations de flirt avec l'interdit, Genet les alimente toujours pile 70 ans plus tard, en 2013, année où le film d'Alain Guiraudy, L'inconnu du lac, et l'onde de choc, Un certain regard, qui déferle sur Cannes. L'inconnu du lac, c'est un thriller sur fond de cruising gay au bord de l'eau, où Franck tombe raide dingue de Michel, alors qu'il l'a vu noyer un homme. Toujours du côté des exemples contemporains, on pourrait citer Killing Eve et l'obsession qu'elle et Kev et Villanelle, respectivement agents secrets au renseignement et tueuses à gages, développent l'une pour l'autre. Alors déjà, bravo les lesbiennes et merci Genet pour les travaux. Culture au point, c'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires et d'ici là, n'oubliez surtout pas de ne jamais vous vacciner contre la rage. Merci de m'avoir écouté. Merci Yael. Vous avez déjà lu ce livre, Notre-Dame des Fleurs? Non, il faudrait. Vous devriez, c'est un must. C'est noté. J'avais la rêve de Divine, mais pas le livre. Maintenant, place à la grande interview. Parle, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Androkil, Charlie D'Emilio, Léa Michaelis, déjà merci d'avoir accepté notre invitation pour cet épisode sur l'amour queer. On va commencer très simplement. Qu'est-ce que pour vous l'amour queer, Charlie ? Ah, je dois avoir la bonne réponse tout de suite. Non, l'amour queer, je pense que c'est un amour qui cherche à fonctionner d'une meilleure manière que l'amour des cis hétéros. Je pense. Ouais. En tout cas, on essaye, quoi. Donc un meilleur fonctionnement. Ouais, on tend vers ça, quoi. C'est à quoi pour toi comme signification, Androkil ? L'amour queer, c'est un amour avec plus de compréhension, avec beaucoup de communication, beaucoup plus de ressenti. Après, ça, c'est vraiment personnel, mais ouais, plus de tout finalement. Et avec beaucoup plus de... On essaie qu'il soit le plus simple possible, c'est ça, on tend vers ça. On fait en sorte de se parler tout le temps et de se connecter l'une à l'autre. Mais j'ai l'impression qu'il y a même... L'amour queer, c'est pas que l'amour d'une seule relation, ça peut être aussi l'amour de tes potes queer, de ta communauté queer, de ton crew, enfin je sais pas. Ce genre de choses. Mais carrément, c'est l'amour de ses frères, de ses sœurs, de ses adelphes finalement, et de toute la commu qui fait qu'on est ici aussi. Quoi. Ouais, carrément. Ouais. Léa, t'en penses quoi ? J'en pense que les hétéros ne vivent pas ça, d'aimer leur père pour ce qu'ils sont. Nous, je pense aussi que même s'il y a
énormément de gens différents dans la communauté queer. Il y a quelque chose aussi de différent dans le sens où il y a un enjeu révolutionnaire à être queer. Enfin, ça nous bouleverse aussi de l'intérieur et c'est aussi pour ça qu'on se retrouve. Et il y a cet enjeu de, ensemble aussi, continuer à arracher des droits, en fait, véritablement. Et cet amour-là, c'est vrai qu'il est sain, c'est un renouveau, une renaissance, surtout pour des personnes qui se sont pas sues depuis toujours qu'elles étaient queer. Donc c'est tout ça et c'est très beau. Quelles sont selon vous alors les grandes lignes qui distinguent l'amour queer de l'amour hétéro, après tout ce que vous m'avez dit là? On n'est pas hétéro. Les C'est grandes compliqué de lignes, savoir. tout, en fait, en fin de compte. C'est plus de ressenti, en tout cas j'ai entendu. Ils auraient plus de facilité à répondre à cette question dans l'autre sens. C'est possible. Ouais. Ouais, l'écoute du corps, l'écoute de l'autre aussi. Ouais. Ressenti, communication. Ressenti, communication, amour, ça bouleverse de l'intérieur. C'est une communion, en tout cas c'est les mots qu'on en Exactement. retient. Ouais, qu'on a entendu. Léa, tu as réalisé en 2021 la série Sapphic Lovers, qui a été publiée l'année dernière aux éditions Hachette, où tu as photographié plusieurs couples lesbiens afin de documenter les amours saphiques pour garder une trace de leur existence. Yes. Est-ce qu'il y a un point commun entre ces romances lesbiennes ou au contraire une grande différence que tu as pu observer? Non, en réalité, oui, il y a deux grandes différences qui s'expliquent aussi par où vivent les couples. Donc, c'est pas que des personnes lesbiennes. J'ai voulu englober par le mot saphique, non pas pour invisibiliser le mot lesbienne, mais aussi parce qu'il y a des personnes non binaires qui se reconnaissent pas dans ce mot-là, mais qui peuvent passer pour lesbiennes dans la rue, par exemple, par le regard de l'autre. Et non, il y a beaucoup de différences. Déjà, il y a des différences en termes d'inspiration, de représentation, de où sont situés ces couples, est-ce qu'ils se rencontrent, est-ce qu'ils sont partis des fois de la capitale pour fuir un petit peu des milieux de rencontres, pour se retrouver. Enfin, il y a plein d'enjeux. Il y a des couples qui font famille, il y a des couples qui ne font pas famille, il y a des différences d'âge, il y a des différences, même si ça peut nous sembler particulier, mais il y a des différences politiques aussi. Et moi, je ne suis pas allée rencontrer les gens avec un a priori sur ça. Je voulais aussi comprendre, quelles étaient leurs histoires. Et est-ce que c'était important pour ces personnes-là dans leur vie aujourd'hui d'être LGBT? Parce qu'il y a des gens qui n'utilisent pas le mot queer aussi. Donc, tout ça, c'est politique de l'utiliser, bien sûr. Ouais. Mais du coup, c'était très intéressant de rencontrer un panel de personnes tout à fait différentes. Oui, en fait, autant qu'il y en a... des couples lesbiens, en fait. Mais autant qu'il y a de personnes hétéros différentes. Autant qu'il y a de personnes tout court, je pense, ouais. Voilà, c'est ça. Complètement. Et pourquoi penses-tu aujourd'hui qu'on n'utilise plus ce mot queer qu'avant? Je vais paraphraser ce que dit Léo du couple Sappho-Soutra dans le livre lors d'une interview, où il dit en gros l'idée que nous en Europe on ait pu récupérer ce mot parce que queer c'est bizarre, c'est il y a ce truc d'étrange et tout ça, mais on l'a peut-être un petit peu vidé de sa substance, tandis qu'aux États-Unis ça s'utilise un peu moins, c'est encore un petit peu choc. Et nous peut-être le fait qu'on a cette distance avec la langue, on l'utilise beaucoup plus. Parfois même des personnes qui l'utilisent sans savoir ce que ça veut dire en fait en termes de signification en anglais. Donc bien sûr qu'il y a un rapprochement politique à faire avec ça, avec l'idée de la marge, avec l'idée que bien sûr que c'est politique, mais il y a d'autres personnes qui politisent pas du tout aussi le fait d'être LGBT, et c'est ok, en vrai c'est ok. Androkil et Charlie, vous êtes un couple dans la vie de tous les jours. L'une joue avec les codes de la féminité. Surprise, motherfuckers. L'une joue avec les codes de la féminité, l'autre avec les codes de la masculinité dans vos drags respectifs. Est-ce ça, finalement, la clé d'un couple queer, se ficher de la binarité des genres? Exactement. C'est hyper important, justement, de déconstruire tout ce que... je sais pas, tout ce qu'on a... Bref, j'arrive plus à parler. Toutes les constructions sociales finalement qui vont avec les sexualités dites binaires. Donc là, c'est vrai que moi, je suis passée de différentes sexualités. Je suis passée d'une sexualité PD à une sexualité queer, puis à une sexualité vraiment, lesbienne, saphique, tout ça. Ouais, quand j'ai commencé à lui parler, je savais pas du tout si elle aimait les filles ou pas, quoi.
Et, moi non plus. ouais, au final, bon, j'avais pas la réponse qu'elle avait pas. Non. Mais c'est une question que j'ai pas forcément traversée longtemps parce que je me suis dit que quoi qu'il arrive, on méritait de se connaître et de voir comment relationner d'une manière ou d'une autre, quoi. Donc, C'était ça, moi aussi c'était plus la personne, je me disais wow, qu'est-ce qui se passe, je sais pas, mais j'ai envie de creuser et de comprendre un peu plus cette personne et puis après me comprendre aussi avec elle. Et c'était trop beau. Et c'est encore joli, on expérimente ça tous les jours. Ouais, c'est ça l'amour finalement. Ça fait 2 ans bientôt. Ah oui. Oh. Faudrait que vous puissiez voir les petits sourires qu'elles font, mais c'est trop mignon, ça. Et on s'est rencontrés entre autres à Avignon. C'est vrai? Ouais. Et donc, t'as hésité quand je t'ai dit Avignon ou Berlin? Ah, parce que j'ai pensé à mon spectacle. Mais bon, parce qu'on se connaissait depuis longtemps, mais on s'est vraiment connus dans le sens rencontrés à Avignon, quoi. Voilà. Pour un spectacle aussi? Bah, parce qu'elle jouait, ouais. Ouais, moi je jouais avec Madame Arthur et toi t'étais en touriste, je crois. Ouais, moi ça fait 2 ans que j'allais voir les pièces à Avignon. Et là, Mais je savais qu'elle y jouait quand même. On s'est Je vais pas séduites. mentir. C'est vrai Oui. on a même fait un petit date à la rivière à Avignon d'ailleurs. Oui. Super spot, je sais plus comment ça s'appelait, mais Ça va être C'était trop blindé bien. dans 3 semaines. Ah grave. Non, mais du coup, on a un peu écrit quand même sur ce lieu de la rivière et tout. Mais ouais. Trop mignon. Ouais. Moi, il y a un truc qui m'intéresse, c'est l'éveil des gens, l'éveil des queers. Et j'aimerais bien savoir, dans vos histoires Les quoi respectives, l'éveil. Ah oui. Dans vos histoires Ah. respectives, s'il y a un moment, s'il y a je sais pas, un film, s'il y a un livre, s'il y a une personne Des actrices, des chanteuses. qui vous a aidé à vous éveiller. Oui, totalement, c'est ma collègue Billy Larme à l'œil. Ouais. J'adore. Billy que j'adore. Bisous Billy. Ouais, énorme bisou à Billy qui, justement, le lendemain d'un date avec Charlie, j'ai dit, bah écoute, je sais pas ce qui se passe, mais je sais que je suis très très attirée par cette personne. Elle m'a dit, chérie, j'ai un mantra, lâche et lèche. Et juste après ce mantra, On la reconnaît bien là. il y a eu une déconnexion, moi de mon côté, de mes constructions. Et le soir même, eh bien, j'ai Lâché. lâché Et le lendemain, quelque chose. La leçon était vite apprise. Ah. Exactement. mais c'est bien les moyens mnémotechniques comme ça. Hmm. Lâche, tu ressens. C'est venu d'une chanteuse, donc il fallait un peu. Ouais, je comprends. Même question pour vous? Ben moi, c'est venu tard et c'est en repensant à des icônes que j'avais plus jeune que, en effet, peut-être tout match, mais moi, c'est parce que j'ai rencontré une personne à un moment donné qui fait que je me suis dit que les meufs aussi. Et les meufs seulement après. Bon. Et en fait, c'est plutôt une rencontre d'une personne. Et après, j'ai rencontré vite une amie qui m'a un peu montré tous les lieux queer, les soirées queer, les amis queer. On a formé un cercle commun et tout. Voilà, donc moi, c'était la rencontre d'une personne. Et après, je me suis dit que oui, j'avais des icônes. Je sais pas, j'ai toujours bloqué sur des actrices, des chanteuses, des mannequins et jamais des mecs. Enfin, comme des copines à moi au lycée, quoi. D'où l'importance des soirées queer pour rencontrer des Ouais, gens. carrément. Ouais. Mais le milieu artistique aussi, j'ai l'impression que c'est un peu un centre de queeros ou ouais, Un vivier. un vivier. Ouais, C'est Ouais. vrai. c'est pas Donc, faux. ouais. Et toi Léa? Moi, si on remonte un peu, quand j'étais petite ou même ado, j'avais une grosse culture gay. En fait, pas du tout lesbienne, mais moi, j'étais folle de George Michael, j'étais folle de Freddie Mercury. Ce qui a fait que ma mère, elle était directe sur la voie, enfin, elle avait compris, quoi. Et très tôt, on va dire, durant ma 5e, j'ai fait un coming out bi qui a été très bien apprécié, voire même encouragé par ma maman. Donc, en fait, je pense C'est cool, que, ouais, clairement, elle m'a dit, me ramène pas de garçon, quoi. C'était Ah ouais. vraiment, ah oui, non, parce qu'il y avait une grosse misandrie et tout à la maison et tout aussi. Donc moi, j'ai navigué, je me suis perdue. Quand je dis je me suis perdue, c'est j'ai côtoyé quand même des hommes cis, mais Ça arrive, ça Voilà. arrive. It's okay. mais pour autant, je savais au fond de moi, il a fallu, pareil, mais comme plein d'autres personnes de la communauté, dont les personnes qui sont assises à côté de moi, qu'on rencontre nos pères et qu'on se laisse aller à aller rencontrer des gens qui nous ressemblent. Et voilà, il m'a fallu tout ça, quoi. Dont Paris, par conséquent. Ouais, Paris t'a aidé du coup, Ouais, Paris m'a aidé. par la proximité. et, Oui, ouais. même si c'est pas mon truc, les soirées queer parisiennes, même si j'y suis jamais allée, la proximité des gens à Paris par le militantisme, dans un premier temps, m'a aidé en fait.
c'est vrai qu'à part les soirées où effectivement faire un peu de militantisme, ce sont quand même les deux grosses voies pour rencontrer des gens queer. Est-ce que vous en connaissez d'autres ? Des moyens ? Ouais, d'autres moyens pour les personnes qui n'aiment pas forcément sortir en soirée ou militer. Moi, j'ai rencontré Ouais. beaucoup de mes premiers amis queer sur Tinder, donc Ouais. bon, ouais. Ouais, il y a les apps, c'est sûr. Sur Ouais. OkCupid aussi, un peu plus queer, je dirais, ou sur Field. Enfin, il y a plein d'applications en fait aujourd'hui qui nous permettent de rencontrer. Après Grindr, moi, je sais que j'ai pas de très bonnes expériences de par. Je sais pas, j'étais souvent fétichisée sur cette application, vu que je suis une meuf trans. Et c'était souvent, je sais pas, mais j'ai pas aimé les expériences que j'ai vécues sur cette app. Par contre, OkCupid, why not ça permet de parler via un écran, donc ça, pour les personnes qui sont un peu plus anxieuses ou qui n'aiment pas rencontrer irréel, ça crée une certaine distance, et puis après, tu peux décider de rencontrer ou pas les personnes. Donc je trouve ça cool. Justement, tu parlais des moyens de rencontre, Luna, et moi j'ai une question à vous poser, c'est est-ce que vous estimez que, même à Paris aujourd'hui, sans avoir à sortir dans des clubs ou faire des manifs par exemple, il y a suffisamment de lieux où on peut rencontrer les queers? Absolument pas. Je connaissais un peu la réponse. Mais vas-y. Absolument pas, mais notamment pour les queers pas fêtards. Pour les queers qui boivent pas aussi, pour les queers qui... Enfin, je suis pas en train de dire que toute la communauté prend des substances, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que il y avait eu une initiative d'ouvrir un petit café cosy à Paris un petit peu avant le Covid. Et en fait, le café, c'était calme en plus et tout, c'était pour pouvoir se rencontrer. Et ça a complètement chuté avec l'arrivée du Covid et le lieu a fermé en 3-4 mois. Et en fait, pour des personnes qui sont plus timides, pour qui c'est plus compliqué, qui n'aiment pas sortir aussi, ça pouvait être un bon moyen. Après, heureusement, on a des endroits comme Violette & Co qui mettent qui a une librairie à Paris, qui mettent plein de trucs en place. Et ça, c'est super chouette. Mais rien qu'à Paris, comparé à d'autres grandes villes dans le monde, on n'a pas du tout une possibilité de rencontres plus diverses, en fait. Moi, j'aimerais bien citer quand même le Bonjour Madame ou Merci Marcha, qui sont deux lieux qui ont ouvert il n'y a pas si longtemps que ça, qui ont justement un public lesbien, lesbo-queer en fait, et où tu peux chiller, boire un verre, rencontrer des gens. C'est aussi une manière de rencontrer de manière un peu chill, pas que des gays ou des hétéros. Il y a aussi le café Contresort. Ouais, carrément. Ouais. Avec Théo, qui nous attend de l'autre côté. Voilà. Qui va intervenir tout à l'heure. Ah, j'aimerais trop y aller. Moi, j'aimerais bien qu'on y Moi aille. aussi, ça a l'air trop. Et puis les réseaux, je sais plus, mais moi j'ai rencontré des amis sur je sais pas, des choses qui se passaient sur le réseau, si on suivait les mêmes comptes. Je sais plus, je crois qu'avec Safo Soutra, au bout d'un moment, j'avais rencontré des gens via un shooting qui était dit, ou je sais plus trop, mais... Les amis sur d'amis d'amis. Ouais, un peu. Donc Instagram. Ouais, en vrai. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ok. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, qui est un peu un culte de la littérature queer. Et elle a une conception du genre qui est très intéressante, qui m'a beaucoup parlé pour faire l'émission. En fait, elle conçoit le genre comme quelque chose que nous devenons et non comme quelque chose que nous sommes fondamentalement. Et je me disais que, en parallèle donc de cette phrase, est-ce que vous pourriez me dire la même chose de l'amour queer ? Est-ce que c'est pour vous un amour qui se déconstruit ? Enfin, est-il queer déconstruit dès le départ ou est-ce qu'il peut le devenir ? Philosophique. Ouais, c'est un amour qui se transforme, un amour de transition finalement. Ouais, c'est ce que tu nous disais plus exactement. tard. Tu as vu ta sexualité déjà évoluer. Tu penses qu'elle peut encore évoluer ? Oui. Je peux pas répondre non à cette question, je sais pas. Donc je me dis, j'ai pas la réponse, donc ça peut que évoluer ou que se transformer de différentes manières. Je connais pas lesquelles, mais ouais, je pense vraiment que ça peut évoluer. Léa, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense qu'il faut pas être dupe sur le fait que malgré le fait qu'on se découvre, qu'il y a plein de choses safe dans la communauté, ça peut ne pas être libérateur si on reproduit des schémas violents qu'on retrouve dans des couples cis-hétéros et notamment avec des hommes cis-hétéros. Et pour moi, c'est une chose dont il faut faire gaffe, en fait, de pouvoir aussi parler des violences dans la communauté, ce qui est moins... Ce qu'on n'a pas des fois trop envie d'en parler parce que
parce qu'en fait, elle est agréable, cette communauté, et c'est un fait, et on ne veut pas se tirer une balle dans le pied, mais en fait, il y a aussi des comportements à éviter de ce côté-là. Donc, mais sinon, à part ça, je veux dire, l'amour queer est agréable, et j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est figé aussi chez les personnes queer, que l'amour, il peut toujours évoluer. Il y a un enjeu fort d'identité, mais on peut évoluer dans cette identité-là. Et personne ne va te dire quoi que ce soit autour de toi, en fait. Moi, j'ai une question à vous poser qui porte sur l'amour queer. C'est est-ce que vous vous aimez et est-ce que vous aimez être queer? Est-ce qu'on s'aime nous-mêmes? Ah, oui, grande question. bah, ça peut pas être oui ou non. Je pense que oui. Mais globalement, pareil, je tends à m'aimer, quoi. Tu travailles pour? Ouais, mais ça va. Ça va. Et t'aimes être Je me queer? réponds moi-même. Ouais, j'adore, évidemment. Ouais, ça c'est plus facile. Du tac au tac. Ça c'est plus facile. Ok. Si, ouais. Androquil? Ouais, je m'aime bien. Pareil, je tends pour. Je me fais suivre par des psychologues aussi. Ça Bienvenue à aide. Paris. Ouais. Mais oui, je m'aime assez en tout cas. Et j'aime, j'aime la queerness. J'aime tout. Mais on sous-estime le fait d'aller voir des psychologues, vraiment. Mm. C'est vraiment très important et je pense que ça peut vraiment aider beaucoup de personnes À plein de niveaux. à plein de niveaux. C'est ça en fait. Ouais, c'est surtout pour la confiance en soi aussi. Et toute cette image que peut te donner et toute la force que peut te donner la scène en fait dans la vie, tu l'as pas spécialement. Et c'est ce que j'ai pu en tout cas constater moi. Et du coup, ouais, c'est important de se donner des petits coups de pouce comme ça. Ouais, tu sens que ça t'a vraiment aidé dans ta vie de tous les jours et Ouais. sur scène. Ouais, dans les deux cas. D'accord. Vraiment. Léa? Moi, je dirais que oui, j'adore être queer, mais ça a moins d'importance aujourd'hui dans ma vie. Dans le sens où j'ai mis une distance avec ça et ça régit moins mes journées et je me lève et je me dis je suis lesbienne, c'est juste je vis et en fait ça passe après, alors qu'il y a eu un moment dans ma vie où ça passait avant tout. Est-ce que tu n'avais pas besoin d'affirmer quelque chose qui est fait aujourd'hui, comme si tu avais passé une étape et que maintenant c'est genre ok, check, je suis lesbienne? Ouais, je crois que c'est ça. Clairement, en fait, c'était un moment dans ma vie où j'avais, avant ça, relationné avec des hommes cis. J'ai vécu plusieurs années de violence conjugale. Et du coup, je pense que j'avais besoin de dire, c'est pas du tout ce que vous croyez. En fait, je pense que j'avais besoin aussi de me le prouver à moi-même. Maintenant, on me voit, enfin, je veux dire, c'est évident quand on me regarde. Tu viens chez moi, c'est évident que je suis queer. Enfin, donc, j'ai plus besoin aussi de revendiquer ça aussi parce que je suis avec des gens qui me ressemblent. En fait, il n'y a pas de coming out à faire sans cesse. Tu as pu le prouver, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Et j'ajouterais aussi que moi, la communauté queer, mais plus généralement, quand je dis la communauté queer, je veux dire les gens qui y participent et qui sont de fait, du coup, je crois, des personnes qui cherchent du coup à fonctionner mieux que ce qu'on connaît d'origine. Moi, ça m'a aidé à un peu overcome des mal-être que j'avais et tout. Bon, j'ai eu des TCA et tout pendant des années. Et parfois, quand on me demande comment je les ai guéris, moi, je crois que c'est juste en rencontrant des bonnes personnes qui se posaient les mêmes questions que moi et qui répondaient de la même manière que moi, quoi. C'est pas des médecins qui m'ont guéri, en tout cas. Non, mais se sentir appartenir Je à une souligne, communauté, ça aide. énormément. Ouais, carrément. Et Ouais. se sentir compris, quoi. Oui, c'est ça. D'avoir les mêmes problématiques Les et mêmes potentiellement les interrogations. mêmes Ouais, solutions, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, cool. Eh bien, merci à vous trois pour cette grande interview. J'ai une question à vous poser qui n'a absolument rien à voir. Est-ce que vous aimez l'astrologie? Oui, moi j'aime bien. Paraît que les queers aiment bien l'astrologie. Je Ça suis tombe poisson, bien. ascendant taureau. All right. Eh bien, ça tombe Il sait bien. tout, il sait tout. Nous Il sait avons déjà tout. Théodore avec nous, dont on parlait il y a quelques instants avec le Café Contresort, et il a plein de choses à vous dire. Bonjour, alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, en effet, je m'appelle Théodore et je suis multitâche dans ma vie, car je mène une carrière d'astrologue sur la place publique depuis presque 7 ans maintenant, entre autres choses. J'adore parler de symbolique du ciel, j'adore évidemment parler d'amour, et Dieu sait que ces deux sujets sont des fondamentaux, voire des jalons, même dans nos communautés queer. Donc je suis ravie d'être là aujourd'hui pour en parler avec vous tous. On va parler de compatibilité amoureuse et bien sûr des profils sentimentaux de nos invités. Mais avant tout, permettez-moi
de vous expliquer en quoi consiste l'exercice. En astrologie, on a tout un jargon bien à nous, peu connu du grand public. Y avoir recours permet de maintenir une espèce de mystère assez délicieux autour de nos pratiques. Donc sachez que lorsqu'on compare deux thèmes astro l'un avec l'autre, que ce soit dans le but de savoir si la rencontre entre ces deux thèmes astro, entre ces deux personnes, est propice au choix, une collaboration professionnelle productive qui va disrupter le marché ou, et ça nous intéresse davantage, on va pas se mentir, une aventure romantique absolument torride et transpirante d'érotisme. Quand on fait cette analyse entre deux thèmes, dans notre vocabulaire d'astrologue, on appelle ça une synastrie. C'est comme une synergie, mais avec les astres. On vient superposer les deux thèmes astro, comme on associerait la pâte feuilletée et la crème pâtissière d'un millefeuille, et on analyse ce que ça donne niveau association de saveurs. Alors, entendons-nous bien. L'astrologie, elle a ses limites. Et personnellement, en tant qu'astrologue, je trouve ça hyper rassurant. Parce qu'il existe autant de façons de vivre son soleil en gémeaux, sa Vénus en poisson, sa lune en bélier qu'il existe d'humains et d'humaines. L'astrologie est une grille de lecture. C'est une discipline, vieille de plus de 3000 ans, et qui s'est enrichie au fil des siècles. C'est un corpus de textes et d'archétypes, mais chacune est libre d'interpréter ce texte à sa manière, bien à lui. Il existe 1000 variations humaines d'un même placement astrologique. Et c'est pour ça que, et là c'est mon moment coup de gueule, franc et authentique, je passe un appel désespéré à la communauté: arrêtez de ghoster les personnes de tel ou tel signe. Promis juré, je suis astrologue et ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, je date plus les lunes en scorpion, moi les versos, je peux plus les encadrer, mais enfin, est-ce que nous tous, qui avons tant œuvré dans nos vies pour faire comprendre à nos familles, à nos proches et moins proches, que notre assignation dès la naissance a deux possibilités étriquées, que sont les mentions de filles et de garçons, que cette binarité de choix ne pouvait contenir ni nos élans amoureux, ni nos désirs, ni la réalité de notre genre et de son expression? Est-ce que nous avons vraiment envie de recommencer la même zumba de division, de déterminisme et d'exclusion avec une astrologie bas de gamme pratiquée à l'arrache sur les applications de rencontres? Ma réponse est pour le coup très binaire, c'est non, on n'a pas envie de faire ça. Si votre réponse est oui, c'est votre droit, mais je suis fâchée contre vous. Voilà. Cette introduction terminée, j'ai souhaité, avec leur accord évidemment, m'intéresser au thème astro de nos invités. L'astrologie propose des pistes pour se raconter et créer un storytelling, une narration quant à nos forces, nos faiblesses, celles qu'on ne dit qu'à demi-mot, nos émois et nos désirs. Il existe plein de composantes astrologiques à l'amour. Mais par respect pour la brièveté attendue de cette chronique, je vais globalement m'en tenir à deux astres qui sont la Lune et Vénus. La Lune représente nos besoins émotionnels et quotidiens. Cet astre parle de notre vulnérabilité, de notre intimité, de notre inspiration journalière. Dans le cas d'un plan cul, la seule lune que je souhaite montrer à mon partenaire, ce n'est pas la lune astrologique. C'est beaucoup trop intime. Mais si on parle rencontre sentimentale, elle est bien sûr essentielle. Quant à Vénus, elle représente notre quête de connexion harmonieuse au monde, et notamment aux êtres qui le peuplent. Vers quoi partons en quête de nos amis? Vers quoi partons en quête? Chez nos amis, chez nos amants et nos amantes. De quelle esthétique se nappent nos désirs? C'est du côté de Vénus qu'il faudra chercher pour espérer trouver une réponse. Cher Androkil, ton ciel de naissance est marqué par des énergies de terre très prononcées, l'élémentaire valorisant l'incarnation dans la réalité. Ta lune se trouve en taureau. En jargon d'astrologue, on dit que dans ce signe, la lune exalte. Traduction, le signe du taureau est un territoire de bamboche pour elle. Parce que le taureau nous évoque la terre nourricière du printemps, celle qui se révèle après l'hiver et nous offre une forêt d'or et de lumière afin de nous partager les fruits mûrs de la vie. Ouais, la même vibe que Pocahontas et John Smith qui batifolent dans le dessin animé, mais sans colonialisme et sans hétérosexualité. La lune en taureau apprécie généralement la beauté dans toutes ses formes, l'art que l'on peut toucher, et elle sait intuitivement que l'épanouissement ne peut s'obtenir que dans le calme paisible d'une fleur qui pousse avec lenteur, sans qu'on vienne la perturber ou la déranger. Dans ton ciel, Vénus se trouve en Capricorne. C'est une randonneuse qui a compris que pour tenir sur la durée, mieux valait être seule que mal accompagnée. Vénus en Capricorne envisage les partenariats avec la densité du titane. S'engager, c'est sérieux. C'est une affaire qui engage la responsabilité et la maturité de tous les participantes. Prête à tout pour tenir à bout de bras ses proches en difficulté, elle lâche cependant l'affaire si les autres abusent de son immense force intérieure. Cher Charlie, chez toi, Vénus et Lune se trouvent en signe d'air, un élément de mental, de communication, d'esprit et de liberté.
La Lune en Gémeaux a besoin de stimulation intellectuelle, de verbalisation, de multiples centres d'intérêt et de renouvellement. Ou alors c'est juste le trouble de l'attention. TDAH, Lune en Gémeaux, ou les deux, le mystère reste entier. Quant à Vénus, à elle se trouve en Balance, un signe mettant en avant le partenariat, l'envie de plaire et la conscience que la forme compte autant que le fond pour parvenir à ses fins. Vénus en Balance aime généralement plaire et sentir qu'elle pourrait combler les désirs de l'autre. Mais Uranus en Verseau à l'ascendant, ton Soleil en Scorpion, des tensions planétaires avec la Vénus de ton thème, rajoute une bonne dose de sauce piquante à la dimension aérienne et éthérée de ton ciel de naissance. La légèreté reste de surface. Le désir d'émancipation demeure central dans les relations. Lorsque j'associe les ingrédients de vos deux thèmes, façon top chef de l'astrologie. C'est ça qu'on veut. Et oui, j'y retrouve une forte énergie vénusienne, ce qui est assez courant chez les profils artistiques. Encore plus lorsqu'ils s'emparent volontiers des notions de genre pour en jouer, car Vénus est liée aux enjeux de genre en grammaire astrologique. Je retrouve aussi une envie commune de faire rayonner le monde de l'imaginaire et de l'émotion, et une capacité à créer au sein de larges groupes, car vos deux soleils se trouvent dans les maisons 11 de vos thèmes respectifs. La maison 11 est un atelier de vision de groupe où l'on accepte de créer à plusieurs, en décentrant son rapport égotique à la naissance d'une œuvre qui devient commune plus que personnelle, tout en appréciant la singularité que l'on apporte à l'édifice en tant qu'individu unique et extraordinaire. Léa, ta lune se trouve en Scorpion. Dans ce territoire, les astrologues disent qu'elle chute. En effet, le signe du Scorpion, trop souvent critiqué, alors que pour ma part, c'est un de mes signes préférés. Mais grave. Et oui, on adore le signe du Scorpion. Et le signe du Scorpion, c'est un paysage de force magmatique, qui nous rappelle que puisque nous allons mourir un jour, que toute chose finit par se corrompre et disparaître, il est urgent de vivre, rageusement et intensément. En Scorpion, la Lune réinvente sa mission de vie tranquille et sécurisée. Elle devient une sorcière, à l'esthétique Morticia Adams, qui sait que sous l'ombre se cache la lumière, et que le plomb se transforme en or, à condition d'oser s'y confronter. Tout le monde n'est pas de taille à accepter cette visite pleine de frissons dans la maison des émotions hantées, mais peu importe. De toute façon, on ne transige pas en Scorpion. Ta Vénus, en revanche, se trouve dans un territoire plus léger. En signe du Gémeaux, à elle cherche des partenaires de jeu pour l'amuser et l'intéresser. Dans ce chef-d'œuvre du cinéma ayant certainement obtenu la Palme d'Or en son temps, j'ai nommé le dessin animé Roger Rabbit. L'inspecteur Eddie Valiant demande à Jessica Rabbit « Mais qu'est-ce que vous lui trouvez à ce lapin ?» Et Jessica Rabbit répond « Il me fait rire ». Est-ce que Jessica Rabbit a Vénus en Gémeaux ? C'est une hypothèse. En tout cas, il faut respecter ses besoins de renouvellement relationnel, souvent plus amicaux qu'amoureux dans ce signe. Sa présence en maison 1 est une marque que j'ai souvent retrouvée chez les portraitistes. Vénus cherche la beauté, et dans le signe de l'ascendant, elle est ta signature. Tout le monde sait que tu es émissaire de Vénus en ce bas monde, car tu sais capturer les merveilles portées par les autres grâce à ton objectif aguerri. Je rappelle que l'astrologue propose et les astrologisés disposent. Nous ne nous connaissons pas. Je ne fais qu'humblement traduire les dessins célestes. Et c'est ça qui est bien en astrologie. On a le droit de décréter que ça nous parle, ou on peut tout délester dans la petite poubelle intérieure de son cerveau. Vous faites bien ce que vous voulez. Dernier appel à la commu, ça ne sert à rien de bannir de votre vie les personnes nées entre les 21 de tel ou tel mois parce que le soleil se trouvait en Gémeaux ou en Vierge à ce moment-là. L'amour peut se trouver absolument partout, et surtout dans les recoins les plus queer de notre monde. Alors pourquoi se priver d'une bonne surprise astrologique qui pourrait nous amener au 7e ciel ? Merci Théodore. Merci. Merci. Est-ce que ça vous a parlé ? Bah, Ça grave. résonne bien, ouais. Ouais, moi, j'aime Ouais. bien. plutôt bien. Ça va. C'est Quand chouette, même. hein, des petits Mm. thèmes astrales de temps en Ouais. temps. Ouais. Souvent les lesbiennes on aime bien ça en plus. Je sais pas Oh pourquoi. oui. Je sais pas. C'est mystique, c'est magique. Ouais, sans doute ça. Ça fait rêver. Merci beaucoup. Comme les Théodore. lesbiennes. Ah oui, exactement. Qui se ressemblent, ça semble. Nous allons maintenant accueillir Mamari qui va nous proposer sa chronique pour un nouveau concept que nous mettons en place qui s'appelle On verra bien Queerira le dernier. Ah. Alors je vous explique. Oula, il y a de l'accessoire là. On a du matériel. Vous allez avoir chacune un chicken. Alors, vous le voyez peut-être pas forcément
quand vous écoutez ce podcast, mais ils sont vraiment très très beaux, ils sont colorés, ils sont queer quoi. On avait presque un chicken trans si t'avais pris un blanc. Ouais, c'est vrai. C'est dommage. Alors tenez, surtout ne le squeezez pas encore. C'est lourd quand Désolé, même. mais le Voilà. jeune, il est hétéro, genre. Il y a Ne le squeezez pas. Ça y est, je savais très bien qu'il y avait quelqu'un qui allait. Moi je l'ai pas fait, Luna. Désolé. C'est bien, bravo. Lafayette. Donc, le but, c'est que ma Marie va nous faire sa petite chronique et en fait, le chicken va vous assister. Évidemment, vous avez le droit de rire, mais le chicken peut aussi rire avec vous. Donc, sentez-vous libre de l'utiliser quand bon vous semble, quand vous êtes d'accord, quand vous voulez rire. Voilà. Bon, déjà, j'ai beaucoup d'empathie pour vous parce que vous demandez de rire à travers un chicken au lieu de me faire plaisir et de rire à gorge déployée. Je pense que c'est dur. Demander à des queers de pas people pleaser, c'est comme demander à des hétéros de communiquer. Mon Dieu. Voilà, t'as déjà perdu. Bon, venons-en au sujet. Je suis dans ma première relation lesbienne, là. Ouais. Bravo. Alors, merci beaucoup. J'essaye de pas m'emballer, mais franchement, mon cœur, on dirait un magasin de jouets la veille de Noël. Le moindre truc qu'elle fait, il y a un petit employé qui m'attend, genre, sûr que quand elle dit « je capte », on met un emballage aussi ? Vous êtes vraiment sûr ? Oui, et sûr que moi, elle prononce mon prénom aussi. On en met un, mais on l'a déjà fait 213 fois. Oui, mais là, c'est pas la même intonation. Donc voilà, je suis à fond. Voilà, comment vous le résumez ? Je m'invente même des traits de personnalité un peu. Si elle vous demande, j'adore la randonnée. Et j'ai une passion, voilà, pour le fait de marcher sans but. J'adore acheter des équipements pour errer. J'adore marcher. Non, mais en fait, c'est fait pour me faire rire moi, les petits... elle aime la nature. On est assez différentes. Elle aime la nature. Moi, j'aime les maisons avec des murs. Elle a les cheveux décolorés. J'ai une intégrité capillaire. Elle est blanche. Je suis lucide. Et, et pourtant, ça marche, quoi. Mais quand même, elle a capté voilà, que j'étais une personne spéciale. Là, à la fin de la semaine, on doit se voir dans la nature. Et je pense qu'elle est préparée à ce que je débarque comme Vincent McDoom dans La Ferme Célébrité. Il y a une nuit où elle a prévu qu'on dorme en camionnette. Comment vous dire ? Moi, j'ai l'habitude que les choses soient soit des couchages, soit des véhicules. Donc, dormir en camionnette va me demander de l'ouverture d'esprit. Je vais essayer de comprendre la non-binarité des objets. On peut être un lit et une jolie titine, finalement. En vrai, je trouve ça cool comme expérience, mais je suis pas sûre que considérer un mode de vie comme une expérience rigolo soit top. Je me sens un peu comme les gens qui disent « c'est rigolo ça, j'avais jamais mangé avec les mains, regarde, mes doigts sont des fourchettes !» Mais bon, c'est vrai que je trouve ça cool, quoi, qu'elle soit libre de ses mouvements. Par contre, j'ai pas intérêt à m'engueuler fort avec elle, parce que le risque, c'est pas « tu dors sur le canapé », c'est « je te dépose sur une aire d'autoroute en Nouvelle-Aquitaine ». Et bah oui, il faut du drama, un petit peu, peut-être, parfois. Et ça manque de gueule, tu m'as saoulée, je vais dormir sur le siège avant. Voilà. Mais bon, on n'y est pas à tout ça, parce que là, c'est le full love, trop bien, pas d'engueulade, tout est parfait. Donc, et j'ai encore un peu de temps pour rester dans mon personnage de parisienne de la hype, comme elle m'appelle. Et quel plaisir que ma chaise ne soit pas un véhicule. Donc voilà, bisous à tous les queers des villes et des champs. Bravo. Merci ma Marie. C'est insupportable ce son. Mais ils ont des petites coupes de cheveux. En vrai, ils sont super beaux ces petits Ils sont chickens. grave cool. Merci ma Marie. C'est un plaisir. Bisous. Bisous. Alors je sais pas vous, mais moi rire, ça me donne envie de sortir. Donc sortons. Je suis seul sur cette histoire, donc c'est pas grave, je continue. Non, j'ai dit Sauf- On a vraiment eu 5 secondes. On a eu 5 secondes de oui. Bon, qu'est-ce qu'il me raconte? Si, je veux grave sortir. moi. Voilà, mais du coup, où est-ce qu'on sort? Mais où? C'est ça la question, et c'est Nathan qui va nous expliquer tout ça dans le Queer Agenda. Exactement, c'est ça. Only do this party for you. Only do this party for you, for you, for you. Queer auditoris, bonjour à tous, que vous soyez levés depuis bien trop longtemps ou pas encore couchés. Pas de jugement ici, c'est une safe place. Ce que je vais dire ici devrait intéresser au-delà des murs de ce studio. Roulement de coque. C'est l'heure de l'agenda queer. J'ai sélectionné pour vous le jockstrap plus ultra des soirées queer du mois de juin, et ça tombe bien, c'est le mois des fiertés. Allez. La difficulté ici n'est pas tant de savoir à quelle soirée on va bien pouvoir aller, mais plutôt de savoir si on va terminer le mois de juin comme Tania dans White Lotus ou non.
trying to murder me. Nathan, t'as fini de teaser là. Tu vas nous les donner les soirées ou pas? Juste avant de commencer, petit disclaimer, j'ai essayé d'être le plus équilibré possible dans mes propositions de soirée. Mais spoiler, je ne suis pas objectif. Pour tout vous dire, il semble même, d'après une personne ici présente, que je suis une technopouf de bord de périph. Absolument. T'as vu, Fabien, j'ai pas dit que c'était toi. Enfin, c'est moi. C'est Fabien. J'assume. Bon, pour commencer ce mois de juin, quoi de mieux que fêter la fin de l'année scolaire? Le 6 juin prochain, direction Virage, un club en open air situé sous le périph', porte de Saint-Ouen, pour une soirée Ma sœur, j'ai raté mon oral. Derrière les platines, vous retrouverez 10 DJ, tous issus de plusieurs collectifs queer, pour ne pas les citer, Discoquette, Cluster, Fatigante Fétif, Futile et Avant-Garce. Les places sont à partir de 15 €. J'espère que vous êtes tranquillement rentrés chez vous en évitant l'after, parce que le week-end ne s'arrête pas là. Après avoir défilé à la Pride des banlieues à la Courneuve, on file à l'after party au Dog Bay à Pantin de 19h à minuit. La soirée sera hostée par Noam Cinceau et vous aurez l'honneur de voir défiler plein d'artistes d'envergure, avec entre autres Jalis, Lala Rami, Diana Kelly ou encore le collectif Afro-Queer Rising. La billetterie est disponible sur Hello Asso, elle permet de rémunérer les artistes et de soutenir la Pride des banlieues, alors n'hésitez pas à leur filer un petit coup de pouce, le prix plancher est à 10 €. Pour les plus téméraires, la soirée continue à l'after d'after, au même lieu, de minuit à 6h, là aussi des 10 €. Ça ne termine jamais. Jamais. Bon là clairement le dimanche matin, on va pas se le cacher, il est rude. Mais dimanche est aussi un jour de fête. Le 8 juin, la soirée techno et queer Spectrum Waves prend les rênes du dance floor à la station, comme d'habitude, mais cette fois-ci en journée de 16h à 1h30. Clairement, c'est une chouette alternative pour celles qui préfèrent faire la fête tôt ou qui ont envie de lutter contre le blues du dimanche soir. Les préventes sont toutes déjà parties, comme d'hab, donc si vous voulez vibrer à la golden hour, il faudra y être tôt. Petit plus, à la Spectrum, vous pourrez trouver des stands de réduction des risques ou de prévention et aussi des personnes avec un haut floqué awareness qui font le tour du public tout au long de la soirée au cas où vous auriez besoin d'aide. Bref, tout pour passer une soirée en sécurité. Bon, 4 soirées en un week-end, on n'avait encore jamais vu ça. Je vous jure, même les indétrônables de la plage du Glazart n'en reviennent pas. Clairement, on va avoir besoin de toute la semaine pour s'en remettre. Mais c'est pour mieux revenir le vendredi 13. Et quel vendredi ? Rendez-vous au bar Galia à Pantin pour la Gang Bambi en mode soirée mousse, organisée par notre cher collectif Bragui de 19h à 1h. J'y suis. Vous pourrez goûter... Ah, t'y es ? Mais oui, j'y suis. Ah bah, je me suis dit 13 juin, j'ai quelque chose, moi. Eh bah oui, on y sera. Vous pourrez goûter à la bière spécialement étiquetée pour l'occasion, la Queen Brew, avant de danser devant les DJ sets que nous auront Kukluna et Loki Starfish ici présents et présentes. C'est personne. Ouais. Ainsi que Gigi Safari et du coup accompagné de Dracho de Miss Racolage, Enzo Fragola et Charlie D'Emilio. Oui. Spoiler, c'est gratuit. Bon, cette fois, on a appris nos erreurs, donc on s'octroie un petit week-end chill, histoire d'être en forme pour la fête de la musique, samedi 21 juin. On se retrouve au Hasard Ludique, dans le 18e arrondissement, pour une soirée exaltante aux côtés du collectif techno Cluster. On commence à 18h en mode open air sur les rails de la Petite Ceinture, l'entrée est gratuite, avant de passer dans la gare du Hasard Ludique de minuit jusqu'à 5h du matin. Les places sont à 10 €. La Pride du 28 juin, c'est dans une semaine, mais que faire ? On en perdrait presque notre poppers à se demander à quelle soirée on va bien pouvoir aller. Bon, en vrai, c'est quand même un privilège énorme de pouvoir avoir une telle offre de soirée. Alors, on ravale notre FOMO. Perso, je nous verrais bien commencer au soleil à l'After Pride, organisé par la Freakish, Dictopia et Futile, en mode open air à la rotonde Stalingrad, de 17h à 6h du matin. Le line-up n'a pas encore été annoncé, mais ce sera clairement une soirée TPG, Transpédéguine, Freaks, Dykes and Gays, alors on peut y aller les yeux fermés. À 23h, changement de programme. Clairement, on ne se voit pas passer toute la soirée au même endroit. Le FOMO reprend le dessus. Donc, direction la péniche du Mazette, quai de la Répée, pour la Kiki Pride organisée par la Discoquette. Bon, on aura loupé la grande scène ouverte drag du début de la soirée, mais on pourra quand même se consoler en profitant du line-up 100% queer proposé par le collectif House et Disco sur 3 scènes. Dimanche 29 juin, le réveil est un peu dur. On en a fait des soirées ce mois-ci. Mais en regardant toutes les photos et les vidéos, on se sent aussi reconnaissante et même un peu ému. Tous ces moments en communauté, c'est sans doute une des choses les plus fortes que nous avons et que nous ne devons jamais cesser de cultiver. Parce que c'est aussi un peu grâce à la fierté d'autres queers que l'on peut soi-même être fier. Merci et bon mois des fiertés. Merci Nathan. Bon, vous l'avez compris, on va être épuisé, dépassé, mais tellement gai pendant ce mois des fiertés. Je pense que c'est ça qui compte.
Merci d'avoir écouté la première partie de l'épisode 1 de Bravo les queers. Vous l'aurez compris, l'amour queer est un vaste sujet. N'ayant que peu de place autour de cette table, veillez à prendre en compte qu'elle représentait seulement une petite partie de la splendeur de notre communauté LGBTQIA+ entière. Je confirme que la table est petite et j'en profite pour remercier nos invités. Andrew-Kill, que vous retrouverez à la rentrée de septembre au gymnase pour le spectacle Top Coat, la reprise, conçu par la merveilleuse Ruby on the Nail. Superbe spectacle. Et on te retrouve également à la Madame Arthur la semaine du 19 au 22 juin, spécial Billie Eilish. C'est exactement. On adore Madame Arthur. Et Merci également Charlie D'Emilio. Tu voulais dire un truc, Luna? Je dis qu'on adorait aussi Billie Eilish. Ah, on adore aussi Billie Eilish, absolument. Charlie D'Emilio, du coup, qui sera le 25 juin au local des Autrices pour son seul en scène drag king nommé Echo. Absolument. Bravo. Merci. Et Léa Michaelis, bravo, merci aussi, dont vous pouvez retrouver le recueil photographique Sapphic Lovers en librairie. Aïe. J'en profite pour souligner l'importance d'aller acheter vos ouvrages dans les librairies indépendantes. Acheter aux librairies indépendantes, c'est les soutenir. Et merci aux chroniqueuses qui ont œuvré à rendre ce podcast possible. Merci au collectif Braggy, merci aux médias Néon et à la web radio Station qui nous accueille. Et du coup, nous laissons place pour la deuxième partie de l'émission au DJ set de Lucifer, résident du collectif Bragi. La vidéo du mix est à retrouver directement sur la chaîne YouTube de Bragi. Restez avec nous, c'est maintenant sur Station. I think I'm fierce. This thing I am. Honey, I'm Vanessa Williams, Catwoman, and Jessica Rabbit rolled into one. I'm all that and a bag of chips too. Now, one queen asked me the other day, was it? She told me, Mister, you think you're fierce? I said, of course. She said, all queens think they're fierce. I said, Mister, all queens and me? Ow. Listen, if Madonna calls, I'm not here.
Linda, word mom, Naomi, she is big. Christy, vaccinate her out of sight. Cindy, I can feel it. Claudia, sail the gun. Nikki, work the runway, sweetie. I have one thing to say. Sachet, Shantae, 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 Shantae. I have one thing to
bañando. Haz que el tiempo y el espacio no insistan. Bésame, amor. Te quiero. Te siento. Amor. 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 Sueña latino.
House the party.
everybody's